Il existe des histoires que le temps préfère taire, des histoires qu'on cache sous la terre, qu'on raye des registres, qu'on oublie. Celle de Joseph J. en fait partie. Il n'était ni célèbre, ni puissant. Il était seul. Et c'est précisément pour cela qu'on l'a enterré vivant. Joseph J. n'était pas un homme qu'on remarquait. Il ne dérangeait pas. Il ne parlait presque jamais. Il marchait comme on s'excuse d'exister, les épaules rentrées, le regard au sol, suspendu quelque part entre l'air et la poussière. Dans le petit village de Saint-Benoît-des-Champs, il était là depuis si longtemps que personne ne savait vraiment quand il était arrivé. Certains disaient qu'il y était né. D'autres juraient qu'il avait surgi après la guerre, ou après un drame qu'il n'avait jamais nommé. Mais tout le monde s'accordait sur un point. Joseph J. n'appartenait pas vraiment à ce monde. Il vivait seul, dans une maisonnette à moitié rongée par le temps, au bout d'un chemin de terre que presque plus personne n'empruntait. Une bâtisse en retrait, oubliée des cartes et des conversations. Une grille rouillée marquait l'entrée, engloutie par les ronces, la mousse, les silences. Les volets, déformés par l'humidité et les années, pendaient sur leurs gonds comme des paupières fatiguées. Le lierre grimpait lentement, inexorablement, couvrant la façade de verre, comme s'il voulait étouffer les pierres, faire taire les souvenirs. Le jardin n'était plus qu'un terrain vague où se mêlaient herbes folles, branches mortes et traces d'un passé effacé. Mais à l'intérieur, tout était différent. Chaque objet avait sa place. Chaque livre, chaque cuillère, chaque chandelle semblait figée dans un ordre méticuleux. Comme une mise en scène perpétuelle, un musée dédié à un seul homme. Rien ne bougeait, rien ne changeait. Le silence régnait, lourd, presque sacré. Joseph J. avait des habitudes, des rituels. Chaque matin, à la même heure, il ouvrait ses volets. Même les jours de pluie, même les jours de vent. Il faisait chauffer un café noir sur un vieux réchaud à gaz. Il s'asseyait ensuite à sa table, face à la fenêtre, et restait là, immobile, le regard perdu dans un paysage qu'il connaissait par cœur. Il ne lisait pas le journal. Il n'écoutait pas la radio. Il regardait simplement. Pas vraiment dehors, mais à travers. Vers 10 heures, il sortait. Lentement. Toujours vêtu de la même veste de velours, élimée au coude, boutonnée jusqu'en haut. Il marchait dans le hameau, contournait l'église, descendait la rue principale, passait devant la pharmacie, la poste, le salon de coiffure fermé depuis 3 ans. Il ne saluait pas, ou très rarement. Parfois, il hochait la tête. Parfois, il murmurait un bonjour, presque inaudible. Mais la plupart du temps, il ne faisait que passer, comme un vent tiède. Il s'arrêtait souvent devant la vitrine de la librairie, une vieille boutique poussiéreuse, tenue par une femme à moitié aveugle. Il restait là, sans bouger, fixant les livres alignés derrière la vitre. Il n'entrait jamais. Il regardait. C'était tout. Un jour, un enfant lui avait demandé pourquoi. Joseph avait simplement répondu « Les livres me regardent ». Puis, il était reparti, comme si cette réponse suffisait à tout expliquer. Au marché du samedi, il faisait ses courses. Toujours les mêmes. Un peu de pain, une conserve de sardines, quelques pommes de terre, parfois du lait, parfois rien. Il portait un cabas en toile, usé jusqu'à la trame. Il payait en espèces, toujours avec l'appoint. Il remerciait d'une voix rauque, presque éteinte, et disparaissait dans la foule, ou plutôt entre les interstices de la foule. Car Joseph J. n'était jamais vraiment là. Autrefois, il avait été instituteur. Les anciens s'en souvenaient. Un homme droit, austère, mais juste. Il corrigeait les copies avec une rigueur maniaque, écrivait au tableau en lettres droites et nettes, distribuait les leçons comme on taille des pierres. Il ne souriait pas. Il ne criait pas. Il enseignait. Et cela suffisait. Un jour, sans explication, il avait cessé d'enseigner.
Il avait laissé une lettre au directeur de l'école, manuscrite, pliée en 4. Pas un mot de plus. Il n'était jamais revenu. Depuis ce jour, il s'était retiré du monde, comme on referme un livre qu'on ne veut plus relire. L'après-midi, il lisait. Des livres anciens, couverts de poussière, souvent écrits en grec ou en latin. Des ouvrages oubliés, aux pages jaunies, aux titres à moitié effacés. Il les relisait encore et encore, comme s'il cherchait à y retrouver un fragment de vérité, un éclat de sens. Parfois, il s'arrêtait sur une page. Longtemps. Très longtemps. Il ne bougeait plus. Ses yeux fixaient les mots, mais son esprit semblait ailleurs. Et puis il écrivait. Chaque jour. Toujours à la même heure. À la lumière tremblante de sa lampe à pétrole, il remplissait des carnets, des cahiers à couverture noire, tous identiques. Il écrivait en silence, d'une écriture fine, serrée, presque illisible. Personne ne savait ce qu'il y couchait. Il ne parlait jamais de ses écrits. Il ne montrait jamais ses carnets. Il les rangeait dans une armoire, qu'il verrouillait à double tour. La clé était cachée dans une chaussette, au fond d'un tiroir, sous un pull plié avec un soin presque religieux. On disait qu'il écrivait ses mémoires. D'autres pensaient qu'il parlait aux morts. Un homme prétendait qu'il consignait les rêves des autres, ceux qu'il devinait, en les croisant dans la rue. Mais tout cela n'était que conjecture. Des légendes nées du silence. Car Joseph G. était un homme de silence. Le soir, il mangeait tôt. Une soupe claire, un morceau de pain, une pomme ridée. Il ne buvait pas d'alcool, il ne fumait pas. Il ne possédait ni télévision, ni téléphone. Juste une vieille radio qui ne captait qu'une station en allemand, au son brouillé. Il s'asseyait dans son fauteuil, face à la cheminée vide, et restait là, des heures entières, parfois jusqu'à l'aube. Il ne dormait pas toujours. Il attendait. On ne savait quoi. Et les années passaient. Joseph restait. Le village s'habituait à lui comme on s'habitue à une ombre dans une pièce. On sait qu'elle est là. On ne la regarde plus. Il faisait partie du paysage, comme le banc sous le marronnier ou le clocher de l'église. On ne le saluait plus vraiment. On ne s'étonnait plus de son silence. Il était là. C'était tout. Mais certains sentaient quelque chose. Une étrangeté. Une tension discrète. Une présence un peu trop présente. Les enfants disaient qu'il parlait aux pierres, qu'il écrivait des lettres qu'il enterrait dans le jardin, qu'il voyait les morts. Les adultes, eux, préféraient ne rien dire. Ils détournèrent les yeux, par instinct, par fatigue. Et puis, un jour, quelque chose changea. Subtilement. Il ne vint pas au marché. Une première fois, puis une seconde. On remarqua qu'il n'avait pas ouvert ses volets. La boîte aux lettres débordait. Les oiseaux avaient recommencé à nicher dans les fentes de la façade. Un voisin, inquiet, frappa à sa porte. Rien. Il attendit. Frappa encore. Toujours rien. Il appela la gendarmerie. Ils forcèrent la porte. La maison était intacte, rangée, figée, comme si Joseph était sorti quelques minutes plus tôt. Mais dans la chambre, sur le lit, il était là, étendu, les yeux ouverts, le regard fixe. Il respirait, faiblement, très faiblement. Son front était brûlant, son corps tremblait. Il ne parlait plus. Il ne bougeait plus. Une ambulance fut appelée. On l'emmena à l'hôpital. On diagnostiqua une fièvre. Aucune infection identifiable. Des analyses confuses. Des résultats sans réponse. Le médecin de garde nota « état fébrile avancé, coma apparent ». Puis il passa au patient suivant. Joseph G. ne réagit à aucun traitement. Il murmurait parfois. Des mots incompréhensibles. Un infirmier crut entendre « non, non ». Mais personne n'insista. On conclut à un délire. La fièvre, l'âge. Et puis un matin, son souffle se fit plus rare. Son cœur ralentit. Le médecin nota l'heure du décès, 3h14.
et ce fut tout. Pas de visite, pas de famille, pas d'enquête. Joseph G. était mort, seul, comme il avait vécu, et le monde ne s'en émut pas. Mais ce que personne ne savait encore, ce que personne ne voulait voir, c'est que Joseph G. n'était pas encore mort. Certes, les appareils affichaient un silence sans pulsation. Certes, l'électrocardiogramme traçait une ligne droite, calme et définitive. Les protocoles avaient été suivis. L'heure du décès consignée, le corps nettoyé, le drap remonté sur le visage. Mais Joseph G., au fond de lui, n'était pas parti. Pas encore. Il flottait quelque part, dans cette brume trouble où la vie et la mort se confondent. Comme suspendu. Il ne pouvait pas bouger, ni parler, ni cligner des yeux. Mais il sentait. Il entendait. Faiblement. Par vagues. Comme si le monde extérieur lui parvenait à travers une paroi épaisse, ou comme un souvenir mal fixé. Il percevait les chuchotements des infirmières, les pas pressés dans le couloir, le bip intermittent de machines qui ne le concernaient plus. Mais il était là, coincé, comme un cri qu'on retient trop longtemps. Il entendit le médecin dicter les formalités. Il perçut le cliquetis des instruments rangés, le froissement des gants jetés dans une poubelle. Et il sentit, plus que tout, le moment où l'on tira sur le drap pour couvrir son visage. Ce contact-là, froid, anonyme, fut comme une gifle. La dernière confirmation que, pour le monde, il n'était plus. Mais Joseph n'avait pas disparu. Il avait été effacé. Son transfert à la morgue fut silencieux. Il y resta 2 jours. 2 jours enfermé dans une chambre froide, sans lumière, sans voix. 2 jours à écouter le ronronnement sourd du système de réfrigération, à deviner les rares allées et venues du personnel. 2 jours pendant lesquels personne ne demanda rien. Aucune famille, aucun appel, aucun nom murmuré dans un couloir. Joseph G. était devenu un dossier, une étiquette sur un orteil, une place temporaire dans une chambre réfrigérée. Pendant ce temps, son esprit luttait. Il ne comprenait pas vraiment ce qu'il se passait, mais il sentait que quelque chose ne collait pas, qu'il n'aurait pas dû être là. Il n'était pas prêt. Il n'avait rien terminé. Et surtout, il avait peur. Non pas de la mort elle-même, mais de cette manière de mourir, comme une erreur administrative. Puis vinrent les pompes funèbres. L'employé qui ouvrit la chambre froide ne dit rien. Il fit son travail avec l'indifférence mécanique de ceux qui ont vu 100 visages sans vie. Joseph fut glissé dans une housse, fermée avec soin. Le bruit de la fermeture éclair résonna dans la tête de Joseph comme une sentence. Zip. Ce son le poursuivrait toujours, s'il avait eu le luxe de continuer à rêver. Le cercueil était simple. Bois clair, mat, sans ornement. À quoi bon en faire plus pour quelqu'un dont personne ne réclamerait le corps? Un prêtre fut convoqué, par politesse administrative. On lui confia une messe rapide, le même texte que pour tant d'autres, une cérémonie standard pour une disparition sans témoin. La fosse était prête. Il y avait là 2 employés municipaux, une dame de la mairie et le prêtre. Pas de fleurs, pas de larmes, pas de discours. Seulement un silence gêné, que le vent tentait d'emporter. Le cercueil fut descendu dans la terre, lentement, sagement. Joseph, de l'intérieur, ne voyait rien. Mais il sentait. Chaque pelletée de terre résonnait en lui comme un tambour funèbre. Il aurait voulu crier, tambouriner, protester. Mais son corps restait une coquille vide, trahissant toute velléité d'éveil. Et puis vint ce moment précis, le dernier, quand la dernière pelletée fut jetée, quand la terre fut tassée, quand la dalle fut posée. Et là, dans ce noir profond, Joseph cessa de lutter, pas par abandon, par saturation. Il comprit, d'un seul coup, que le monde l'avait délibérément laissé derrière, qu'on ne l'avait pas seulement oublié, on avait choisi de ne plus le voir. Alors il replongea en lui-même,
dans des souvenirs qu'il n'avait pas évoqués depuis des décennies. Il revit la naissance de son fils, un garçon fragile, né trop tôt. Il revit la main tremblante de sa femme qui ne se releva jamais du lit. Il revit le puits derrière la maison et la voix brisée qui hurlait un prénom dans la nuit. Il revit la craie sur le tableau noir, les copies pleines de fautes, les regards d'enfant qu'il n'avait pas su aimer, et les mots qu'il n'avait jamais écrits. Ou alors, trop tard. Et il repensa à ses carnets. Des dizaines de carnets, écrits chaque soir, religieusement. Que devenaient-ils? Qui les lirait? Devraient-ils être lus? Devraient-ils être brûlés? Dans son isolement de bois et de terre, il pria pour qu'ils soient oubliés, eux aussi, car à l'intérieur, il y avait tout ce qu'il n'avait jamais dit à voix haute, des vérités déformées, des confessions sales, des secrets qui n'avaient de sens que pour lui. Et puis, un détail étrange. Joseph sentit quelque chose, une vibration. Faible, mais réelle. Quelque chose venait d'être réveillé en lui. Il ouvrit les yeux. Impossible? Oui. Et pourtant, le noir n'était plus aussi noir. Il percevait une lueur, une sensation, comme si le bois du cercueil transmettait une onde, une pulsation. Ou peut-être était-ce son esprit qui refusait encore de céder. Il ne savait plus s'il était mort, ou s'il était en train de devenir autre chose. Peut-être un souvenir, peut-être un avertissement, car c'est à ce moment-là que les choses commencèrent à changer. Dans le village, de petites étrangetés survinrent. La voisine de Joseph, une vieille femme douce qui avait autrefois tenté de lui offrir un plat de lasagne, entendit 3 coups sourds, dans la nuit, comme un poing cognant contre du bois. Elle crut avoir rêvé. Mais la nuit suivante, les mêmes coups. Toujours 3. Toujours à la même heure. 3h14. Le boulanger, qui autrefois haussait les épaules à la mention du vieux Joseph, retrouva un matin sa boutique ouverte. Rien de volé. Mais sur le comptoir, une miche de pain. Celle-là même que Joseph achetait tous les samedis. Posée bien droite, accompagnée d'un billet de 5 €. Usée, pliée en 4. L'épicier, lui, prétendit avoir vu une silhouette devant sa vitrine. À l'heure où plus personne ne circule. Une forme immobile, droite, qui fixait l'intérieur sans bouger. Lorsqu'il sortit en courant, il n'y avait personne. Mais une boîte de sardines était posée sur le rebord de la fenêtre, avec une étiquette « Merci ». Et une nuit, la voisine retrouva un carnet, déposé sur le pas de sa porte. Elle reconnut tout de suite la couverture noire. Elle hésita longtemps avant de l'ouvrir. Mais la curiosité fut plus forte. À l'intérieur, une seule phrase, écrite d'une main fine, serrée. « Ce n'est pas la mort qui m'a pris, c'est le silence ». Le carnet retrouvé sur le pas de la voisine n'était que le premier. D'autres suivirent. Un deuxième apparut dans la boîte aux lettres de la mairie. Puis un troisième, déposé au pied du monument aux morts, en plein centre du village. Chaque fois, la même écriture. Chaque fois, une phrase isolée, qui semblait flotter entre accusation et supplication. Le passé ne dort pas, il écoute. Ceux qui ferment les yeux finissent enterrés vivants. Ce que vous n'avez pas voulu savoir me dévore encore. Très vite, la rumeur grandit. Des murmures dans la file d'attente de la boulangerie. Des regards fuyants à la sortie de la messe. Des enfants qui n'osaient plus passer devant la maison de Joseph, pourtant désormais scellée, inhabitée, rongée lentement par le vent et l'humidité. Personne ne savait quoi faire de ces carnets. On aurait pu les brûler, les enfermer, les ignorer. Mais on les lisait, en cachette, par fragments, avec cette fascination malsaine qu'on éprouve pour les choses interdites. Et ce qu'on y découvrait, ce qu'on y lisait, ce n'était pas seulement l'histoire d'un vieil homme oublié, c'était l'histoire du village lui-même, des souvenirs qu'on croyait éteints, des fautes qu'on n'avait jamais confessées. Joseph G., dans ses carnets, avait tout noté.
Tout, avec une précision chirurgicale presque inhumaine. Des noms, des dates, des faits, des mots qu'on croyait disparus dans les ruelles de l'oubli. Il écrivait comme s'il s'était effacé pour mieux voir, comme s'il s'était retiré du monde pour mieux l'observer. Chaque geste anodin, chaque parole échappée dans la torpeur d'un après-midi d'été avait été capturée, conservée, digérée et recrachée sur ces pages noircies. Il parlait d'un enfant disparu en 1987 que tout le monde pensait simplement « parti vivre ailleurs ». Il racontait les gestes brusques d'un curé trop tactile. Il décrivait l'odeur de l'alcool sur le souffle d'un instituteur, les disputes étouffées derrière les murs épais d'une ferme en périphérie, les regards évités sur la place du marché quand passait une certaine femme. Ce n'était pas de la méchanceté, c'était une mémoire absolue, un témoignage, un relevé, un miroir. Et ce miroir, brutalement, le village se le prenait en pleine figure. Alors certains réagirent. La voisine brûla le carnet qu'elle avait reçu. Le maire fit disparaître celui trouvé devant la mairie, sans jamais en parler à personne. Le prêtre, blême, prononça un sermon sur le pardon, mais ses mains tremblaient et sa voix trahissait quelque chose de plus profond, la peur. Car ce qui dérangeait, ce n'était pas que Joseph ait su, c'était qu'il ait écrit, et que quelqu'un ou quelque chose continue de faire circuler ces mots alors que son corps reposait, officiellement, sous 2 mètres de terre. Mais les carnets ne cessaient pas d'apparaître. Un 4e fut découvert dans la sacristie, un 5e sur le siège arrière d'un véhicule de gendarmerie, un 6e dans la poche intérieure de la veste d'un vieillard qui jura ne l'avoir jamais vu. À chaque fois, la même écriture. Et de nouvelles révélations. Des choses que même ceux qui les lisaient auraient préféré oublier. L'un des carnets racontait la lente agonie d'un chien battu à mort derrière l'abattoir, un soir d'hiver, par des adolescents du village. Un autre décrivait avec minutie la nuit où un incendie, présenté comme accidentel, avait ravagé une grange appartenant à un homme que tout le monde détestait, et qui, dans les pages de Joseph, avait simplement été sacrifié à l'indifférence générale. Et puis, il y avait ce carnet, celui qui ne parlait pas des autres, mais de Joseph lui-même, de son propre fils, de cette nuit, du puits, des cris, des mains pleines de boue et du silence. Ce carnet-là était différent. Il tremblait entre les mains, comme si les mots qu'il contenait pesaient plus lourd que l'encre. C'est dans celui-ci que la voisine lut, un soir, seule dans sa cuisine. Je l'ai entendu tomber. J'ai vu l'eau s'ouvrir. J'ai vu les bulles. Et je n'ai pas bougé. Elle referma le carnet, le cœur au bord du vide, et comprit, peut-être pour la première fois, que Joseph J. n'avait jamais été fou. Qu'il avait juste vécu dans un monde qui n'écoutait pas, et qui, maintenant, entendait tout. Il est là, derrière la maison, immobile, muet, un cercle de pierres usées, mangé par la mousse, cerclé de rouille, à moitié dissimulé par des herbes hautes qui refusent de mourir. Il n'a pas de nom, pas de plaque, pas de légende, juste un puits, un trou noir dans la terre, une bouche ouverte sur quelque chose qu'on ne veut pas nommer. Ce puits, tout le monde savait qu'il existait, tout le monde savait où il se trouvait, et pourtant, personne n'en parlait. Il n'apparaissait sur aucun plan. Les enfants n'y jouaient pas. Les adultes l'évitèrent du regard. Il faisait partie du décor, comme une cicatrice sur un visage qu'on aime malgré tout. On vit avec, on fait semblant. Mais on n'oublie pas. Joseph, lui, y allait souvent, toujours aux mêmes heures. Tard, quand le village dormait, quand les chiens ne réagissaient plus. Il sortait de la maison à pas lents, franchissait les hautes herbes et s'arrêtait au bord du puits. Parfois, il restait là des heures, debout, silencieux. Le regard plongé dans l'ombre. On l'avait vu plusieurs fois, depuis la haie, depuis une fenêtre voisine. Mais personne n'avait osé lui poser la question. Que fait-on? Seul,
face à un puits. Que regarde-t-on, exactement, dans ce vide sans fond? Ce n'était pas de la contemplation, ni de la prière. C'était autre chose. Une attente, peut-être. Ou une conversation. Un jour, un enfant, Léonard, 8 ans, les yeux trop grands pour son âge, raconta qu'il avait vu Joseph parler au puits. Il jurait avoir entendu une voix lui répondre. Mais on lui dit d'arrêter ses bêtises. Et Léonard n'en parla plus jamais. Il y avait pourtant des histoires, des rumeurs, des fragments de phrases glissés entre deux silences. On disait qu'il y avait eu un enfant, un garçon, que Joseph avait aimé, qu'il n'avait pas su protéger, que l'enfant s'était approché trop près du bord, que la pierre avait glissé, que personne n'avait entendu le cri. Mais certains disaient autre chose, que Joseph avait laissé faire, qu'il avait vu, et qu'il n'avait pas tendu la main, qu'il était resté là, paralysé, ou pire, résigné. Et puis il y avait le carnet, celui que la voisine avait lu, celui qui parlait de cette nuit, du bruit de l'eau, du fracas de la chute, des bulles qui remontent, et du silence qui suit. Je l'ai entendu tomber, j'ai vu l'eau s'ouvrir, j'ai vu les bulles, et je n'ai pas bougé. C'est à partir de là que tout avait changé. Le village, jusqu'alors engourdi, s'éveilla lentement à une peur plus ancienne. Pas celle des fantômes, pas celle des morts, mais celle, bien plus glaçante, de la vérité. Car si Joseph disait vrai, alors tout le monde avait su. Tout le monde avait fermé les yeux. Et ce puits n'était plus seulement un vieux cercle de pierre. Il était devenu un témoin, un rappel, un juge, un tombeau sans pierre tombale. Alors certains commencèrent à le surveiller, à distance, à la dérober. Et ils virent des choses qu'ils ne comprenaient pas. Un matin, la corde du vieux seau fut trouvée nouée, comme si quelqu'un y avait accroché un poids. Pourtant, personne n'était descendu dans le puits depuis des décennies. Le seau lui-même, absent depuis toujours, avait réapparu, usé, trempé. Un autre jour, l'eau du puits fut retrouvée noire, pas sombre, noire, comme de l'encre, aucun reflet, aucune lumière ne perçait. Et lorsqu'un curieux, pris d'un élan de courage, y jeta une pierre, aucun son ne remonta. Rien. Le silence était total, comme si le fond avait disparu. Une autre nuit, des traces de pas furent retrouvées, humides, boueuses, sortant du puits, remontant lentement vers la maison de Joseph. De grandes empreintes, irrégulières, comme celles d'un homme pieds nus ou d'un souvenir mal formé. Le lendemain, un autre carnet fut déposé. Cette fois, dans la boîte aux lettres de l'église. Le prêtre le lut. Un entier. Il en ressortit blême. Il ne dit rien. Il quitta la paroisse 3 jours plus tard, sans prévenir. Il ne revint jamais. Dans les jours qui suivirent, le maire proposa, discrètement, de faire murer le puits. Pour la sécurité, disait-il. Pour éviter que des enfants tombent dedans, même si plus aucun n'y jouait depuis longtemps. Mais personne ne voulut prendre la responsabilité des travaux. L'entreprise locale déclina la demande. L'ouvrier municipal refusa. Même les gendarmes, contactés pour constater l'état du terrain, firent demi-tour sans explication. Le puits restait là, ouvert, présent, comme un œil tourné vers le passé. Et c'est peut-être là que résidait sa véritable terreur. Ce n'était pas un puits ordinaire, c'était un miroir, et chacun, en s'y approchant, redoutait de voir non pas un fond, mais un reflet, celui de ce qu'on avait eu, celui de ce qu'on avait laissé faire. Car Joseph G., dans ses carnets, n'accusait jamais directement. Il racontait, il posait les faits, il décrivait les gestes, il notait les silences, et cela suffisait. Le reste, c'est nous qui le complétions. Un soir, la voisine, encore elle, se rendit jusqu'au puits, seule, une lampe à la main. Elle voulait comprendre,
peut-être apaiser quelque chose. Elle s'approcha du bord. Elle regarda. Longtemps. Puis, elle murmura un mot. Un seul. Pardon. Le lendemain, elle était partie. Personne ne sut où. Elle laissa derrière elle un dernier carnet. Le seul signé. Je l'ai jugé. Moi aussi. Parce que c'était plus facile que de voir ma propre lâcheté. Et au bas de la page, une simple phrase, comme un dernier adieu. Joseph, je t'ai entendu. Enfin.